Et aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de près notre avenir et celui de nos jeunes étudiants, la réforme du système universitaire au Maroc. Et bien sûr, nous avons avec nous la bonne personne pour en parler ce matin sur les ondes de Chaîne Inter. Hicham Gerari, professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohamedia. Bonjour. Bonjour Lizane. Un plaisir de vous avoir parmi nous sur les ondes de Chaîne Inter. Alors, pourquoi c'est très important de parler de ce thème aujourd'hui ? C'est très important parce que c'est un thème qui touche, comme vous venez de le dire, à l'avenir des jeunes, qui est également notre avenir, et qui sera très prochainement appelé à donner des résultats et à valoriser notre expérience dans l'enseignement supérieur, dans la recherche scientifique et dans l'innovation. Très bien. Alors, on va parler des objectifs de cette réforme. Quels sont les objectifs de cette réforme ? L'objectif majeur, c'est d'assurer une certaine qualité à la hauteur des systèmes universitaires qui brillent dans le monde. Très bien. Alors, est-ce qu'il s'agit d'améliorer la qualité de l'enseignement ? Oui. Très bien. Dans quel sens ? Qualité sur le plan pédagogique, qualité sur le plan académique, scientifique, qualité sur le plan universitaire, para-universitaire, et principalement pour édifier un citoyen et une citoyenne épanouie et accomplie. Très bien. Alors, on va détailler un peu plus, Hicham Gerari, pour expliquer aux auditeurs de Chaîne Inter. Alors, comment ces changements vont-ils affecter le quotidien universitaire, concrètement ? Concrètement, ce que nous appelons aujourd'hui projet de réforme, qui est le PAC d'ESRI, plan d'accélération, de transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, c'est un projet qui va affecter le quotidien par ce qu'il appelle à la participation de tout un chacun. Il y a un cadre participatif qui va de la plus grande, de la plus haute échelle à la plus petite. Et ce qui nous intéresse véritablement dans ce projet, c'est le fait que les étudiantes et les étudiants puissent prendre en main leur propre avenir avec plus d'autonomie au niveau de la gestion de leur vie universitaire et de leurs apprentissages. Alors, y aura-t-il des modifications dans le cursus, les méthodes d'évaluation ou encore les stages professionnels ? Oui. Alors, et comment ? Oui, alors justement, c'est un projet qui a été préparé sur plusieurs fronts, notamment au niveau de la formation continue. Il y a des personnes ressources et des ressources humaines qui font que ce système marche, et naturellement, il faut qu'elle soit à la hauteur des attentes, au niveau par exemple de l'ingénierie pédagogique, au niveau de la conception des contenus, au niveau de la maîtrise du digital, du numérique, l'intervention sur différents cadres de formation, surtout au niveau du transfert de compétences en matière de langue étrangère, en matière de ce qu'on appelle les power skills. Très bien. Alors, ça ne concerne pas seulement les étudiants, ça concerne également les enseignants. Alors vous êtes chef de département. Comment envisagez-vous cette transition ? Cette transition est envisagée dans un premier temps dans la continuité. Quand nous sommes passés au système LMD en 2003, il y a eu des nouveautés. Il y a eu des épisodes de réforme, il y a eu le plan d'urgence, il y a eu l'accès à la technologie, au numérique, il y a eu beaucoup de choses, et la transition actuelle passe par la mobilisation de toutes les personnes ressources qui ont développé suffisamment de recul et d'expérience pour pouvoir assurer, on va dire, une bonne performance organisationnelle, administrative, pédagogique. Il y a une grande part de gestion dans ce que nous faisons. Nous gérons des personnes, nous gérons des espaces, nous gérons des plateformes. Il y a une mobilisation de personnes ressources
une mobilisation en équipe qui fait que nous soyons alignés sur des standards uniformes. Très bien. Alors, un des reproches souvent faits au système universitaire, c'est le fait de ne pas être en adéquation avec le marché du travail. Alors, est-ce que cette réforme va travailler dans ce sens-là? C'est effectivement pour préparer des étudiants pour qu'ils se permettent tout simplement d'être prêts à travailler. La problématique de l'employabilité, c'est une problématique qui existe partout. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas seulement le Maroc, c'est ça ce que vous voulez dire? Elle ne concerne pas seulement le Maroc, mais si on doit parler du Maroc, l'employabilité a très souvent été peut-être reprochée à la sphère universitaire avec une idée reçue comme quoi voilà les lauréats de l'université ont du mal à s'adapter, à s'intégrer. C'est une autre préparation. C'est une perception. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, par exemple, les entreprises seront-elles plus impliquées dans le parcours éducatif des étudiants? Moi, ce que je vois, c'est que les entreprises sont déjà concernées et impliquées parce que ces entreprises recrutent, notamment dans la sphère universitaire. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Nous avons des étudiants qui suivent des stages, qui partent pour poursuivre leur master à l'étranger, qui reviennent, qui prennent l'initiative de fonder leur propre entreprise. Aujourd'hui, cette question de l'employabilité, ce n'est plus quelque chose qu'on devrait reprocher à l'université, puisque la vocation première de l'université, c'est la recherche. Donc un monde sans recherche, c'est un monde qui ne se développe pas. Les entreprises ont besoin de recherche, ont besoin d'études. Ils ont besoin de profils académiques qui fonctionnent avec des méthodes, qui fonctionnent avec une rigueur scientifique, qui fonctionnent avec un esprit critique. Les entreprises recherchent l'innovation, recherchent la créativité. Mais ils recherchent encore plus des compétences transversales qui vont mieux valoriser le profil disciplinaire, la spécialisation du candidat ou de la candidate. Très bien. Alors, parallèlement, on va parler de digital. Vous le savez très bien, avec la pandémie Covid-19, l'enseignement à distance a pris de l'ampleur. Alors, est-ce que cette réforme va intégrer davantage la digitalisation pour, bien sûr, permettre bien sûr, les études, on va dire, à distance? Tout à fait. C'est un défi que nous avons relevé aujourd'hui avec beaucoup plus de pertinence et de structuration dans les démarches. Nous sommes effectivement en mesure de travailler au quotidien à distance, Très bien. avec le digital. Quels sont les risques? Bien sûr, il y a des avantages, mais parallèlement, est-ce qu'il y a des risques qui sont associés à cette transition, on va dire, digitale? Dans tout projet, il y a des risques. Vous savez, un changement ne se produit pas en un claquement de doigts. On dit tout nouveau, tout beau. À un certain moment, ça risque de produire un choc, ça risque de susciter des résistances. Mais il y a des réalités aujourd'hui qu'on ne peut pas, élaguer comme ça. Très bien. Pour être compétitif et compétitif aujourd'hui, n'importe quel apprenant, n'importe quel futur professionnel devrait absolument se projeter dans le digital et devrait savoir ce que c'est qu'une interaction à distance, une interaction en présentiel. Et justement, cela signifie développer plus de compétences pour être plus compétitif à l'échelle nationale et internationale. Très bien. Un autre volet très important qui concerne peut-être cette réforme. Alors, est-ce qu'elle prévoit des mesures pour favoriser l'inclusion des étudiants venant de milieux défavorisés ou des zones rurales? Ce projet de réforme, c'est un projet qui croit en l'égalité des chances. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités offertes à nos jeunes étudiants qui proviennent de milieux précaires. Et justement, on leur propose des formations innovantes en ce qu'elles leur offrent des avantages
qu'il pourrait ne pas se permettre s'il quitte l'université. Je vous donne juste un exemple pour l'enseignement des langues étrangères. Aujourd'hui, nous cultivons le mode d'enseignement hybride qui repose sur l'interactivité avec le numérique. Et justement, si on devrait s'inscrire dans un établissement extérieur pour apprendre une langue, c'est sûr qu'on va devoir payer de l'argent, c'est sûr qu'on va devoir payer pour le transfert de compétences qu'on va avoir, et ça va coûter cher. Alors qu'à l'université, l'opportunité est ouverte à travers des plateformes numériques qui proposent toute une palette de langues étrangères à apprendre sans qu'il y ait de limite. Et dès la première année, parce que l'étudiant arrive pour apprendre, il n'y a pas de limite à l'apprentissage, et tout le monde est logé à la même enseigne. On n'est pas là pour payer de l'argent, on est là pour apprendre et pour profiter de ce que quelqu'un d'autre dans une université peut-être payante à l'étranger est en train également d'apprendre. Très bien. Alors, quelle est la vision, on va dire, à long terme du système universitaire marocain, selon vous? Par exemple, comment vous voyez l'université dans 10 ans, 20 ans? Il va y avoir une métamorphose. Ça c'est sûr. À chaque génération, on va dire son pic d'innovation. Aujourd'hui, nous focalisons à la fois le circuit académique et le circuit para-académique. Mais il faut se dire qu'avec la technologie, si aujourd'hui on parle du numérique, du digital, de l'hybride, eh bien très très prochainement, nous allons facilement parler de la réalité virtuelle qui s'impose dans l'enseignement, de la réalité augmentée. Et très bientôt, il va y avoir certainement une transformation de l'infrastructure, une transformation même des profils d'enseignants. Donc là, l'avenir de l'enseignement supérieur repose, à mon avis, sur le concept de la polyvalence. Plus on est polyvalent, plus on est curieux et curieuse, et plus... on est intéressant. Oui, plus on est intéressant. Et ces changements vont de pair avec l'esprit, le mindset de cette nouvelle génération d'apprenants. Très bien. Quel est votre message à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Choc Inter, qui se posent des questions, qui appréhendent, qui se posent des questions par rapport à l'avenir académique? Les étudiants, par exemple, les parents. Oui. Les parents sont en droit de se poser des questions sur l'avenir de leurs enfants parce qu'ils sont eux aussi partie prenante de ce projet. Et en se posant des questions, ils permettent à leurs enfants de poser des questions et à nous justement de donner des réponses. Et nous sommes là pour donner des réponses. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas la réussite, l'emploi, l'évolution ne vont pas tomber du ciel. Il faut les prendre en main. Il faut adhérer justement au projet. Il faut se dire que nous avons le même niveau de responsabilité que ces hauts responsables et ces enseignants qui interviennent par notre implication. Il faut absolument qu'on puisse nous aussi montrer que nous avons un rôle à jouer. Les parents ont un rôle à jouer. Pour orienter, pour aider, pour écouter. Pour orienter, pour encourager l'autonomie chez l'apprenant. L'apprenant est là pour bénéficier d'abord du soutien de sa famille, pour expérimenter son autonomie et surtout pour croire en sa propre valeur. Aujourd'hui, c'est une question d'affiliation, d'appartenance, mais c'est aussi une question d'estime de soi. Aujourd'hui, être à l'université, c'est un privilège, et un privilège largement mérité par ces bacheliers qui réussissent et qui ont des ambitions et des rêves. Très bien. Alors, on va aborder une petite question, un volet qui est très important, qui concerne bien sûr l'orientation de ces bacheliers. Alors, on a l'impression parfois quand on pose la question à ces bacheliers qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils aimeraient faire. Alors, comment peut-on faire pour remédier à cette question qui est très importante? Parce que parfois, on peut se lancer dans des études supérieures et puis, à la limite, on va se taper une année sabbatique parce qu'on ne sait pas ce qu'on aimerait faire. Alors, comment peut-on remédier à ce problème? D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de questionnement.
Donc l'orientation est importante et dans ce processus d'orientation qui va se poursuivre, on va dire, jusqu'aux études supérieures, les bonnes questions doivent être posées régulièrement. Pour quelles raisons je m'inscris dans tel ou tel parcours, pour quelles raisons je choisis telle orientation, pour quelles raisons je n'ai pas été accepté dans le concours X ou Y, est-ce que je pourrais me rattraper, est-ce que je pourrais avoir un autre tremplin d'évolution. Ce sont des questions générales qu'on pourrait se poser, mais les questions, on va dire, les plus pointues à se poser, parce que lorsque je m'engage sur un circuit quelconque, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que je vais apprendre et quel genre de compétences je pourrais maîtriser et quel rapport y a-t-il entre ce que j'apprends et ce qui m'attend à l'avenir. C'est le genre de questions auxquelles nous apportons des réponses dans nos enseignements, notamment en planifiant des activités en collaboration avec la sphère interne académique, mais aussi avec les acteurs socio-économiques. Et là, le para-universitaire prend beaucoup de poids, beaucoup d'importance, parce que nous exposons nos apprenants aux différents professionnels qui ont peut-être étudié dans ces établissements, qui ont été diplômés de ces établissements, qui ont fondé leur entreprise. Nous leur faisons découvrir les réalités de terrain, nous les exposons aux bains linguistiques auxquels ils pourraient prendre part également. Et justement, nous leur expliquons qu'aujourd'hui, étudier les lettres modernes, étudier les sciences, étudier l'économie, ce n'est pas que faire de la recherche, c'est également se poser la question à quoi sert l'indice de développement humain, à quoi sert ceci, à quoi sert l'espagnol, le français, l'anglais, de quelle façon nous arrivons à développer notre relationnel dans une situation authentique qui a lieu dans une entreprise, quel genre de contraintes, quel genre de, on va dire, d'arguments, d'influence on pourrait avoir dans un milieu professionnel. Et justement, entre la classe, le laboratoire et la vie quotidienne, bien, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et nous les faisons découvrir à nos jeunes en essayant chaque fois de mettre en contexte nos enseignements avec les réalités du quotidien. Très bien. Alors, dernière question, et c'est vrai que on se pose souvent cette question, c'est que, est-ce qu'il y a des nouveautés en parlant de filière ? Oui. Alors, pourquoi le public ne communique pas de la même manière que le privé ? Est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il faut vraiment communiquer pour permettre à ces bacheliers de faire le bon choix ? Alors, nous communiquons tout le temps. Oui. Régulièrement, nous avons des événements, des congrès, des colloques. Le monde, l'université est très dynamique dans ce sens. Pourquoi on pense qu'on ne produit pas suffisamment d'impact. Peut-être qu'il y a une autocritique que nous sommes en train de faire. Nous avons, nous aussi, notre présence sur les réseaux sociaux, mais nous, vous savez, il y a des formalités. Quand on veut médiatiser un événement aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas filmer des personnes et poster systématiquement ce qu'on filme. Nous avons besoin d'observer rigoureusement des chartes. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on va communiquer exactement. Et justement, c'est quelque chose qui va de mieux en mieux s'améliorer. Et je vous donne juste l'exemple du département que je représente. Très bien. En tous les cas, vous communiquez très bien, monsieur Hicham Chérif. Le département que je représente, entre 1994 et 2024, ça s'appelait département des techniques d'expression et de communication. Aujourd'hui, il s'appelle département des enseignements transversaux. Nos collègues, nos équipes et même notre administration communiquent à travers les réseaux sociaux, mais nous avons également nos chaînes YouTube qui nous permettent on va dire, de proposer en plus des formations, des capsules à caractère documentaire, informatif, pour permettre justement aux étudiants de recevoir l'information, de communiquer. Il reste juste à les diffuser de façon plus moderne, plus éclairée.
pour qu'on puisse atteindre effectivement l'impact souhaité. Vous savez, l'impact ne va pas se produire on va dire rapidement, l'impact va se produire progressivement et on va avoir des résultats très très prochainement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Lisa. Merci. Hicham Gerari, je rappelle que vous êtes professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohamedia.